Ça va, vous êtes réveillés là? Ouais, il va falloir être concentré, hein, parce que je vais faire des rappels au début du cours, sur le premier cours, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été comprises. Et donc il va falloir être concentré dès le début du cours. Juste pour info, les doublants, vous pouvez lever la main. Ah bah il y a des doublants quand même. Ok. On m'a dit que vous étiez la section calme, donc bon, ça devrait bien se passer. Ok, bon, je vais faire des... Quoi? Bon, les rappels. On va commencer. Donc dans le premier cours, vous avez vu, vous avez décortiqué ce que c'était un atome. Donc un atome, vous savez normalement qu'on a un noyau, on a un noyau donc avec des protons, un certain nombre de protons qu'on va appeler Z, le numéro atomique, qui va caractériser cet atome. Donc si on prend l'exemple de l'oxygène par exemple, on a Z égale 8, donc 8 protons, un certain nombre de neutrons. Et vous avez donc un nuage électronique, cortège électronique, avec des noyaux, donc avec des électrons qui vont graviter autour du noyau. Vous avez autant d'électrons que de protons dans le noyau, donc ça vous savez. Ok. Vous avez vu deux modèles, le modèle de Bohr et le modèle de Schrödinger. Dans le modèle de Bohr, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que le modèle de Bohr, c'était un peu, on va dire, un système solaire, quoi. Au centre, le Soleil, qui représenterait le noyau, et autour des électrons qui gravitent en orbite. Donc tout simplement le modèle de Bohr. Bon, à savoir que dans le modèle de Bohr, on avait ouais, tant pis pour eux. Dans le modèle de Bohr, vous avez vu que les électrons là, ils étaient ponctuels. On avait un électron sur telle couche à une place précise. Dans le modèle de Schrödinger, donc le deuxième que vous avez vu, on ne parlait pas réellement d'électrons, mais on parlait plutôt d'orbital. D'orbital atomique. Qu'est-ce que c'est une orbitale? Donc définition à connaître par cœur. Une orbitale, c'est un espace, un lieu dans lequel on va avoir 95% de chance de trouver l'électron. Dans une orbitale, il peut y avoir au maximum 2 électrons. Attention, une orbitale existe même s'il n'y a pas d'électrons. Toujours. Donc ça c'est une définition, ça à connaître par cœur. Voilà donc pour les deux modèles que vous avez vus. Plus important maintenant, c'est sur la manière dont on va remplir les orbitales. Donc vous avez vu que dans le modèle de Schrödinger, on parle d'orbitales. C'est dans ces orbitales qu'on va placer les électrons. Donc on distingue en fait les électrons en fonction des orbitales. Les règles de remplissage des orbitales. Vous avez vu la règle d'exclusion de Pauli. Qu'est-ce que c'est? La règle d'exclusion de Pauli. La règle d'exclusion de Pauli, tout simplement, elle dit que dans une orbitale, vous ne pouvez pas avoir deux électrons qui ont le même état quantique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir deux électrons qui vont avoir un spin contraire. Un électron qui a un spin plus 1,5 et un électron qui va avoir un spin moins 1,5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le premier cours. Vous n'êtes pas perdu. Ok, spin 1,5, spin plus 1,5, spin moins 1,5. Ça veut tout simplement dire que dans une orbitale, on va mettre une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Plus 1,5, moins 1,5. On ne mettra jamais deux flèches vers le haut ou deux flèches vers le bas. Ça, c'est la règle d'exclusion de Pauli. Vous avez vu les règles de Kleczewski, enfin la règle de Kleczewski, qui dit qu'en fait, on va classer les orbitales atomiques par énergie croissante. Alors, il faut savoir en fait que chaque orbitale atomique, chaque sous-couche possède des orbitales atomiques à une certaine énergie. Plus une sous-couche est haute en énergie, moins elle est stable. Plus elle est basse en énergie, plus elle est stable. Et ça, c'est une règle générale que vous allez trouver en physique et tout. Plus un système est haut en énergie, moins il est stable. Donc, une sous-couche haute en énergie, elle est instable, elle est moins stable qu'une sous-couche qui est plus basse en énergie, on va la classer après. Quand je dis classer après, c'est que quand on va les écrire d'une manière linéaire, c'est-à-dire 1S2, 2S2, 2P, enfin 1S2, S2P, la 2P, elle est moins stable que la 1S, et c'est pour ça qu'on la met après. Ça, c'est la règle de Kleczewski. Et donc, en fait, il donne un moyen mnémotechnique pour pouvoir les classer facilement. Il dit en fait que, donc vous avez vu les numéros quantiques, N, L et M, il dit qu'en fait, si on fait la somme de N et de L, donc N plus L, on obtient un certain nombre qui va nous permettre de les classer par énergie croissante. Et donc, si on prend par exemple la 1S, c'est le cas où on a N qui est égal à 1.
on a n qui est égal à 1. On cherche L. Normalement, vous devez savoir à quoi L correspond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le dire? Vas-y. Ouais, pourquoi 0? Ouais, exactement. Donc on va avoir un L, c'est un génie. Donc on va avoir L qui sera égal à 0 et donc M qui est égal à 0. Donc on a L qui est égal à 0. On a donc une valeur de L. Comme on a une valeur de L, on fait une valeur de L plus 1. Ici on va avoir 2. En fait, on a 1, comme ça. On prend la 2S. Donc là, on a L qui est égal à 2. Quand N est égal à 2, L il est compris entre 0 et N moins 1. Autrement dit, L, ça peut être 0, ça peut être 1. On a deux valeurs. Deux valeurs de L, 2 plus 2, 4. Donc ici, en fait, on a 2, 2, 2 plus 2, 4. Et ainsi de suite. Donc 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir les classer. Par énergie croissante. Bon, ça, c'est facile, vous le savez. La difficulté, ça va être de classer la 3D et la 4S. Comme vous avez vu, attends, je vais mettre les diapos, vous avez vu, ils vous ont donné un diagramme bizarre. Alors tout le monde est venu me dire, ouais, il faut l'apprendre, j'ai pas compris, ça on s'en fout, c'était juste pour imager. Vous regardez la 3D et la 4S. En fait, elles sont à peu près au même niveau d'énergie. Si bien qu'en fait, leur niveau d'énergie va dépendre de tout simplement du nombre d'électrons qu'il va y avoir. Et donc ça, c'est une règle, et s'il vous plaît, notez-le, c'est très important. Lorsque la 3D n'est pas remplie, donc juste pour rappel, la 3D, vous vous souvenez, hein, c'est genre ça, avec 5 orbitales, maximum 10 électrons. Donc normalement, on a N qui est égal à 3, et nanana, vous êtes capable de le faire. On a 5 orbitales, 10 électrons maximum. Quand la 3D n'est pas remplie, elle est moins stable que la 4S. Donc d'après Klefowski, on la place après la 4S. C'est pour ça qu'il y a des cas où vous allez voir, donc 3S, 3P, 4S et 3D ensuite. C'est les cas où la 3D elle n'est pas complètement remplie. Et donc, quand on va remplir, si par exemple on prend un Z égale 26, Z égale 26, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un sait comme ça? Personne. C'est quoi? Faire. FE, Z égale 26. Allez, on va se faire un kiff. On va faire Z égale 26. Tac. Ok. Donc ça, c'est la 1S. Là, on a 2S, on a 2P. 3S, 3P. Je vais mettre la 3D. Et je mets ensuite la 4S. On est là. Donc on remplit les électrons. Attention, spin, règle d'exclusion de Pauli, spin, les spins sont inversés. Les règles de Ohm, ça vous les connaissez, hein, tout simplement, bon, là c'est facile. Tout simplement, la règle de Ohm, c'est le fait que on doit d'abord mettre tous les spins plus 1,5 dans une même sous-couche, donc d'une même énergie, parce qu'on est 2P, toutes ces orbitales sont dans un même niveau d'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la 2P elle est après la 2S. La 2S, et donc elle est dans un niveau d'énergie plus haut, donc moins stable, et donc on va remplir les électrons comme ça. Donc d'abord plus les plus 1,5, ensuite les moins 1,5. Voilà, on arrive à la 3S, tac, on remplit la 3P. Voilà, je m'arrête 2 secondes, à ce moment-là on a combien d'électrons? Là on en a 10, là on en a 8, 18, il nous reste 8 électrons à placer. On a la 3D et la 4S, donc on va réfléchir un peu. Quand on arrive ici, on va se demander ce que je vous ai dit. Est-ce que la 3D, là, elle sera remplie? Non, elle ne sera pas remplie. On a 8 électrons à placer, il ne reste plus d'électrons à placer. Oh, accélère! On a 8 électrons à placer, et on a 10 électrons maximum dans la 3D. Donc on va pas pouvoir remplir la 3D, donc on sait déjà qu'elle sera dans un niveau d'énergie plus élevé que la 4S, et donc elle sera moins stable que la 4S. Donc on sait déjà qu'on va la placer après la 4S. On aura 4S, 3D. Et comme elle est placée après la 4S, on remplit d'abord la 4S. Donc je remplis la 4S, je mets les 2 électrons, il m'en reste 6, et je remplis ensuite la 3D selon les règles de Ohm. Je mets d'abord les 5 électrons dans les 5 orbitales de spin plus 1,5, il ne me reste plus qu'un électron, je le mets comme ça.
Voilà comment on remplit. À ce moment-là, il n'aurait pas fallu me mettre les 8 électrons dans la 3D et ne pas remplir la 4S. On remplit d'abord la 4S parce que la 3D ne sera pas remplie entièrement et elle sera dans un état qui est moins stable. Et donc, quand on va l'écrire d'une manière linéaire, on va avoir un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2 et 3 D6. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Et donc, ce cas-là, vous allez le retrouver pour Z égale 26, pour Z égale 25, pour Z égale 24, pour Z égale 23, et ainsi de suite. À chaque fois, enfin, pas pour Z égale 24, parce que c'est un cas particulier. Toujours en retard, celui-là. Je vais revenir dessus. Mais assis-toi. à chaque fois que la 3D ne sera pas remplie, la 4S, elle va passer avant, ok? Parce qu'elle est dans un état moins stable. Dans le cours, ils vous ont écrit donc ils vous ont écrit une phrase bizarre avec ouais, quand c'est plus grand que 23, je sais pas quoi. Vous vous souvenez ou pas? C'est où ça? Avant, après? C'était quoi? Voilà, c'est là. Mais c'était là. Ah ouais, carrément. Sélection. J'attends pas. Parce qu'en plus, c'est vachement important. Ok, donc, comme je vous ai dit, il y avait une règle avec le Z et 23, je sais pas quoi et tout. Bon, oubliez cette phrase. Par contre, la suivante, ils disent, lorsque la 3D est pleine, Z égale 30, son niveau d'énergie devient donc inférieur à celui de la 4S. C'est ce que je disais. Quand la 3D, elle n'est pas pleine, elle a un niveau d'énergie qui est supérieur à la 4S et donc elle est moins stable. Et donc, on la met après. Quand elle est remplie, elle devient plus stable que la 4S, et donc elle passe avant. Et quand elle est remplie, la 3D, on va la mettre ici. Donc quand elle est remplie, on a 3D10. Et quand est-ce qu'on a 3D10? On a 3D10 quand on a Z qui est au moins égal à 30. Parce que si on regarde le truc, là, donc on avait le fer, Z égale 26, on rajoute 4 électrons, parce que Z égale 30 protons, donc 30 électrons, on rajoute 4 électrons, et la 3D est remplie, donc elle passe devant. Vous avez compris? Ça va, c'est facile? Donc les règles de Hond, bon bah c'est classique, hein, voilà, vous mettez d'abord les spins plus 1,5 et vous rajoutez ensuite les spins moins 1,5. Ok, donc voilà pour ça. Donc de toute façon à la fin normalement on va faire quelques exos, donc on va revenir dessus, il y aura des cas particuliers et tout. Et rapidement, on vous a parlé d'électronégativité. Donc l'électronégativité, c'est à savoir, c'est la base. L'électronégativité, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un atome à attirer des électrons vers lui. Donc on va en reparler. Et on vous a parlé aussi d'électronégativité. Si on prend la classification périodique des éléments, l'électronégativité, elle va augmenter dans ce sens-là. Autrement dit, si on prend un atome là, A, et un atome B là, le B il est plus électronégatif que le A. Ils sont dans la même colonne. Pareil, si on fait ça, on compare le B et le C il est plus électronégatif que le B. Ici, on a un fluor tout en haut à droite, Z égale 9, c'est l'atome qui est considéré comme étant le plus électronégatif. Donc l'électronégativité, elle augmente comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rayon covalent, on vous a aussi parlé du rayon covalent, c'est qu'il va dans ce sens-là. Et donc, si on regarde... attendez. Oui, en fait, si on prend dans le même sens, ça dépend comment on voit les choses. Je vais laisser cette flèche-là. On vous a aussi parlé donc du rayon covalent. Le rayon covalent, en fait, il va baisser dans le même sens, dans ce sens-là aussi, pareil. Donc là, on va avoir un rayon covalent qui sera inférieur à celui-là. Ça va? Bon, on va commencer maintenant la liaison chimique. Donc voilà, maintenant vous êtes au top sur le cours précédent, vous êtes au taquet. On va commencer par la liaison chimique, le modèle de Lewis. Alors, modèle de Lewis. La notation de Lewis permet de représenter la couche de valence d'un atome égale le remplissage de la couche la plus externe. Couche de valence, normalement, vous avez vu ce que c'était. Les électrons de valence. Donc, dans un atome, comme je vous ai dit, on a un nuage électronique. On a plusieurs
électrons qu'on a classés dans plein d'orbitales. On va distinguer les électrons de cœur qui ne vont pas réagir, et ici qui ne vont pas servir à faire des liaisons, et les électrons dits de valence. Ces électrons, eux, vont permettre justement, c'est ceux qui vont réagir lors de l'ionisation, et qui vont permettre de faire des liaisons. Donc c'est à ceux-là qu'on va s'intéresser. Et ce modèle de Lewis, il va nous permettre quoi? Il va tout simplement nous permettre en fait de représenter donc un élément chimique, exemple eau, l'oxygène, avec ses électrons de valence autour de lui. Donc la notation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, tout simplement que pour un doublet d'électrons, on va mettre un tiret. On peut mettre aussi 2 points, mais on va plutôt mettre un tiret. Et pour un point va représenter un électron. Accélère! Un point va représenter un électron. Et important, une case vide va représenter une orbitale inoccupée, tout simplement. Une orbitale, tout à l'heure, on est représenté par une case, et là, on ne met pas d'électron. Exemple, couche de valence. Ouais, bon, ça y est, je sais pas. Assis-toi! Rien! Exemple concret. Rien du tout! On va prendre un exemple concret. Si on prend l'oxygène, Z égale 8, tac, on fait sa configuration électronique rapidement. Tac, 1S, 2S, et la 2P. Alors, là j'en ai mis 4, il en manque 8, boum. Voilà, sa configuration électronique elle est là. Normalement vous êtes capable de reconnaître les électrons de valence, c'est ceux-là, ça c'est les électrons de cœur. Les électrons de valence ils sont là, il y en a combien? Il y en a 4, 6. Donc en fait l'oxygène, on va le représenter comme ça. On a 2 électrons qui sont appareillés ici, dans une même orbitale, 2 électrons qui sont appareillés ici, autrement dit 2 doublets, on va mettre 2 traits comme ça, et on a 2 électrons célibataires, on va représenter comme ça. Fondamentalement, si vous faites ça aussi, ça marche aussi, puisqu'en fait, ça va dépendre de comment on va le représenter après dans la molécule. L'exemple du carbone, le carbone en fait, le carbone Z égale 6, donc en fait, on va avoir 2 électrons en moins. Bon, je ne vais pas refaire tout le détail, on va avoir 2 électrons en moins, donc on retire celui-là, pour 6, carbone. Celui-là, on va avoir quoi? On va avoir un doublet d'électrons et 2 électrons célibataires. Donc en fait, le carbone, on peut le représenter comme ça. Mais dans les faits, le carbone, on va plutôt le représenter comme ça. Parce qu'en fait, le carbone, il va avoir tendance à faire 4 liaisons. Il va avoir tendance à faire 4 liaisons dans la plupart du temps. Par exemple, si vous voyez une molécule simple CH4, il fait 4 liaisons. Le carbone, il est comme ça, il y a 4 liaisons. Et donc ça, au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'année, vous verrez plein de molécules et vous verrez que le carbone il fait 4 liaisons dans la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'on va représenter plutôt avec des points comme ça. Pour vous prendre un autre exemple, on peut prendre le fluor, Z égale 9. Donc si j'enlève les petites flèches rouges, je mets plutôt un fluor, Z égale 9, je rajoute un électron comme ça. Le fluor, il va donc avoir 3 doublets. Donc on va les faire comme ça. Et un électron célibataire. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire le fluor, c'est quelle famille chimique? Ouais, c'est les halogènes. Et donc les halogènes, électronégatifs, tout ça, c'est la deuxième, l'avant-dernière famille sur la droite, juste avant les gaz rares. C'est les gaz rares. Donc oui, voilà, la classification périodique des éléments, elle n'est pas par cœur. C'est-à-dire, il y a des éléments genre les machins bizarres, la rubidium, tout ça, on s'en fout. Mais par contre, bord, carbone, azote, oxygène, fluor et tout, il faut les savoir parce que c'est quand même c'est la base quoi. C'est genre voilà les premiers, c'est ceux que vous allez rencontrer le plus souvent. Donc ceux-là, faut les connaître. Il faut connaître la représentation de Lewis, il faut connaître le nombre d'électrons de valence, les couches des orbitales, tout ça et tout ça. Ok. Donc la représentation de Lewis introduit des notions d'espèces paramagnétiques et diamagnétiques. Ça c'est des définitions et il va falloir les connaître par cœur. Une espèce paramagnétique est une espèce qui possède un ou des électrons célibataires. C'est pas un truc de fou quoi. Il est tout seul le pauvre. Si on prend l'exemple du fluor, là Z égale 9, on voit bien qu'on a 3 doublets là, c'est comme ça qu'on l'avait représenté, on a un électron célibataire qui est là. Autrement dit, on a un électron célibataire, c'est une espèce paramagnétique. On enlève un électron,
on est sur un atome, donc en fait, il y a autant d'électrons que de protons. Donc en fait, on enlève un électron, on a 8, c'est l'oxygène. Il y a encore un électron célibataire. Si j'enlève encore un électron, pardon, on enlève un proton, 7, c'est l'azote. Z égale 7, 3 électrons célibataires. À chaque fois qu'on a des électrons célibataires, on a une espèce qui est paramagnétique, tout simplement. Par contre, si je fais l'inverse et que je rajoute des électrons comme ça, là, on n'a plus aucun électron qui est célibataire. C'est tout simple. Donc, on va avoir une espèce qui n'est pas paramagnétique, mais qui est diamagnétique. Diamagnétique. Et là, j'ai rajouté des électrons, on en a combien? 8, 10, Z égale 10, c'est le néon gaz rare. C'est le néon gaz rare, donc c'est le gaz rare qui est tout à droite, à côté du fleur. Donc voilà, espèce diamagnétique, espèce paramagnétique, à savoir. La liaison covalente, mise en commun d'une paire d'électrons entre deux atomes pour former une molécule. Donc les atomes vont former des molécules, et pour former des molécules, il faut former des liaisons. Pour former des liaisons, il faut des électrons. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir deux atomes, chaque atome va mettre en commun un électron. Et je souligne le « met en commun » parce que ça va être assez important. Dans une molécule, il va falloir distinguer les électrons propres à l'atome. Si on s'intéresse par exemple dans la liaison AB aux électrons qui sont propres à B, et il va falloir distinguer les électrons qui sont dans la couche de valence de l'atome B. Et les électrons qui sont dans la couche de valence de l'atome B, c'est aussi ceux qui ont été mis en commun par l'atome A. Bon là c'est pas très clair, mais on va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer plus clairement. Là on va tout simplement voir les deux cas de liaison chimique, de liaison covalente. On a dans le premier cas une liaison qui est dite homolytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que les deux atomes vont apporter chacun un électron pour les mettre en commun et former une liaison. Cas classique. Dans un autre cas qui est un peu plus particulier, on a une liaison qui est dite hétérolytique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un atome qui va apporter deux électrons, le B, hein, tout ça c'est A, le B il apporte deux électrons et le A il apporte aucun électron. Le carré là, c'est exactement dans la représentation des Lewis qu'on a dit, c'est une orbitale vide. Donc il apporte aucun électron, c'est une orbitale vide. Donc ce qui va se passer, c'est que le B, il va devoir apporter les deux électrons. Donc en fait, il apporte l'électron qu'il allait apporter dans tous les cas, donc ça va, normal, mais en plus, il va prendre un deuxième électron, il va le prêter au A, il va dire, tiens, je te prête un électron, tu me le rends après. Il lui passe un électron, et donc en fait, il va passer un électron au A pour que le A puisse le mettre en commun. Donc au final, cet électron-là, il appartient entre guillemets au A, quoi. Et donc c'est pour ça, en fait, que le B, on va considérer qu'il a un électron en moins. Et comme il a un électron en moins, un électron c'est quoi? C'est une charge négative. Une charge négative en moins, ben on le met plus. Parce qu'il a un moins en moins, donc il est plus. Et le A, lui le A en fait, bon, ben, on lui a prêté un électron, il a un électron en plus, donc une charge négative en plus, donc on lui met un moins. Ah, c'est chaud. Remarque, deux atomes peuvent établir plusieurs liaisons covalentes entre eux. Ça vous le savez, et donc on va voir ça un peu plus tard. Alors, on tourne la page. La liaison hétérolytique introduit les notions d'acide et de base de Lewis. Donc, là, donc ça pareil, c'est une définition. Acide et base de Lewis. Un acide de Lewis, bonjour. Ça va pas d'arriver à ça. T'as pas peur d'avoir chaud, toi? Yes. Accélère! Viens là, viens là. Je rigole. Donc là, A est le donneur du doublet électronique. C'est donc une base de Lewis. Il y a des gens qui suivent, c'est bien. En fait, il y a un problème là, il y a écrit A est le donneur du doublet électronique. Et donc en fait, évidemment, c'est pas A qui donne le doublet électronique, il y a un doublet. A il n'a pas de doublet, le doublet c'est B qu'il a, la flèche part de B. Là, il y a un intervalle, donc vous notez bien, vous barrez A, vous mettez B, et en bas, vous barrez B, vous mettez A. Et donc, vous avez donc B, en fait, est le donneur de doublet électronique. C'est une base de Lewis. Il faut comprendre qu'une base de Lewis, c'est une espèce qui va donner un doublet d'électrons, tout simplement. A est l'accepteur du doublet électronique, c'est un acide de Lewis. Un acide de Lewis, c'est une espèce qui accepte un doublet d'électrons, tout simplement. Et donc ça, c'est à connaître. Et faites attention, parce qu'on parle bien d'acide et de base de Lewis, et non pas
d'acides et de bases de Bronsted. Ça, c'est des acides et des bases que vous allez voir un peu plus tard, assez rapidement. C'est le dernier cours de chimie, vous allez voir rapidement à la fac. C'est en fait un acide de Bronsted, c'est tout simplement les acides que vous avez l'habitude de voir, ceux que vous connaissez, genre acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide éthanoïque, acide. Ouais. Si je prends par exemple l'acide éthanoïque, comme ça, là c'est Bronsted qui a dit, Bronsted il est venu, il a dit moi j'appelle ça un acide. Pourquoi? Parce que pour moi un acide c'est quelque chose qui va libérer un H. Et en fait, si on prend l'acide éthanoïque, et ça vous savez, hein, vous connaissez, hein, ça c'est une fonction acide carboxylique, on l'appelle acide parce qu'en fait, cette molécule, elle existe aussi dans cet état-là, où en fait, on va mettre plus H+, voilà, avec une valence électronique, avec une orbitale vide. En fait, ce qui va se passer, c'est que cette espèce-là, elle va être capable de lâcher son H+, son H, qui va devenir donc un H+, et être sous cette forme-là, avec un moins ici. Et c'est ça qu'on appelle un acide de Bronsted, et ça une base de Lewis. Et c'est pas la même définition que la base... Bronsted, j'ai dit Lewis. Bronsted, et c'est pas la même définition qu'acide et base de Lewis. Ça, c'est des acides et bases de Bronsted. Donc Bronsted, s'il vient vous voir, vous dites c'est quoi un acide, vous dites c'est un truc qui lâche un proton, qui lâche un H+, c'est la même chose. Alors que si c'est Lewis qui vient vous voir, vous dites un acide, c'est un accepteur d'un double électronique. Donc faites bien la distinction. Parce qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux. On passe à autre chose. Les atomes s'associent par liaison covalente pour compléter leur couche de valence pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche, le plus stable. Là, c'est bien intéressant. Alors, les atomes s'associent par liaison covalente. Pourquoi les atomes font des liaisons? Concrètement, un atome, il va faire des liaisons parce qu'en fait, je fais ça par phrase, il veut compléter sa couche de valence pour avoir les structures électroniques. Enfin, bon, bref. T'aimes bien quand je fais comme ça? Et ton cul! Et donc, à la fin. Sur la paillasse! J'arrive sur la paillasse. Donc, tout ça pour dire, voilà. Donc, la nature. Dans la nature, en fait, elle aime les choses qui sont stables. Elle aime les choses qui sont stables, et sauf mon cul n'est pas très stable, je bouge beaucoup comme ça. Et donc, la nature, elle aime les choses qui sont stables. Et en fait, tout ce qui n'est pas stable va réagir. Et en fait, si on a des réactions... si on a des réactions chimiques, c'est parce qu'en fait, on a des éléments chimiques qui sont dans des états pas stables et qui vont réagir pour devenir stables. Et si les atomes font des liaisons, c'est pour être plus stables. Et qu'est-ce que quelque chose... Là, concrètement, on vous dit que les gaz rares sont stables. Alors, pour imager la chose, donc je monte sur la paillasse pour que tout le monde puisse me voir. Je vais faire le même exemple que j'ai fait au cours précédent. C'est pas très stable tout ça. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, imaginez moi je suis une espèce chimique, Herman, je suis comme ça, et je suis dans un état pas stable, genre je sais pas, j'ai mal à la jambe, et genre j'ai une maladie, ou alors il y a un mec qui m'a mis un coup et tout, et genre je tremble comme ça, je suis pas bien, genre je marche, je suis pas confiant et tout, je regarde les gens, je suis pas bien. T'as envie de chier? J'ai envie de chier, je suis pas bien. J'ai envie de chier, je suis comme ça, je suis pas bien. À la moindre réaction chimique, c'est-à-dire que, enfin, à la moindre petite étincelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe, il me met un coup d'épaule, je sais pas, il y a un coup de vent, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je tombe comme ça, Et en fait, je vais passer d'un état haut en énergie, à un état où j'étais pas stable, j'avais mal à la jambe, j'étais comme ça, j'avais envie de chier, à un état où je suis par terre, là je suis sur la paillasse, je peux retomber, mais en théorie là je suis par terre, et donc en fait, je suis dans un état, bonjour. Et donc, je suis dans un état là où en fait, je peux pas retomber. En théorie, je suis sur le sol, je peux pas retomber. Donc, je suis dans un état qui est beaucoup plus stable. Donc, j'ai réagi d'un état pas stable où je tremblais à un état beaucoup plus stable où je suis par terre sur la paillasse. Et donc, c'est ça en fait une réaction chimique spontanée. Et donc, les atomes, ils vont réagir justement parce qu'ils sont pas stables, ils ont envie de chier, ils veulent plus avoir envie de chier, et donc ils se faim. Et donc, ils vont réagir et faire des molécules.
Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils veulent la configuration électronique des gaz rares. Alors, qu'est-ce qu'un gaz rare? Les gaz rares, en fait, ils sont dits rares, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont stables. Et comme ils sont stables, ils ne réagissent pas. Et comme je vous ai dit, une espèce, en fait, enfin, la base qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour détecter une espèce, qu'est-ce qu'on va faire? Je me demande, alors je sais pas, j'ai une bouteille d'eau, il y a une espèce chimique, je veux savoir s'il y a une espèce chimique dedans. J'ai à disposition une autre espèce chimique, on va l'appeler B, je vais détecter A, j'ai une espèce chimique B, je sais qu'elle réagit avec A. Je sais que cette espèce B, elle est bleue. Si je la mets avec A, elle devient rouge. Donc, si j'ai une bouteille, je veux savoir s'il y a A, je prends mon B bleu, je le mets dans la bouteille, si bleu il devient A, il devient rouge, pardon, c'est qu'il y a A. S'il ne devient pas A, s'il ne devient pas rouge, c'est qu'il n'y a pas A. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et les gaz rares sont en fait rares parce qu'ils sont stables. Et comme ils sont stables, ils ne réagissent pas. Et comme ils ne réagissent pas, on n'a pas d'espèce B qui se transforme pour savoir s'ils sont présents. Et c'est pour ça qu'en fait, on les appelle gaz rares. Et quelle est leur configuration électronique? Si on prend l'exemple du néon, le néon, donc c'est le gaz rare qui est dans la deuxième ligne. On prend le néon, Z égale 10, 10 électrons. On va avoir dans sa 1s 2 électrons, dans sa 2s. Putain, j'ai du mal. 2 électrons, dans sa 2p. 6 électrons, comme ça, tac, tac. Voilà. 6 plus 2 plus 2, 10. Et ça, c'est sa couche de valence. Et en fait, on a bien une espèce qui est diamagnétique, aucun électron célibataire, 8 électrons de valence, gaz rare, espèce stable. Et donc en fait, tous les éléments chimiques de la deuxième ligne, tout ce qui est carbone, fluor et compagnie, ils vont faire des réactions pour tendre vers cette configuration électronique. Si on enlève un électron, là, on a le fluor. Là. Ben, le fluor, il va faire des réactions dans le but d'obtenir un électron. Donc, en faisant une liaison, il va avoir un autre atome qui va lui prêter un électron, qui va le mettre en commun, et donc dans sa couche de valence, au final, il va se retrouver comme ça. Et donc, il sera beaucoup plus stable. Et donc, c'est pour ça que les atomes font des liaisons. Et ça, 8 électrons, c'est tout simplement la règle de l'octet. La règle d'octet, octet 8, 8 électrons dans la couche de valence. Si on prend la règle du doublet, donc ça c'est le cas particulier en fait de l'hydrogène et de l'hélium, hélium, gaz rare, Z égale 2, on a dans sa 1s 2 électrons. Hydrogène, Z égale 1, on a dans sa 1s 1 électron. Donc lui il va faire une liaison chimique pour pouvoir avoir un deuxième électron qui a été mis en commun pour pouvoir avoir la même configuration électronique que l'hélium. Et donc là on a 2 électrons, on appelle ça la règle du duet et non pas du doublet. Ça veut dire la même chose, hein, mais c'est plutôt dit en fait règle du duet dans la fac. Et il cherche donc à avoir un deuxième électron sur sa couche des valences. Voilà. Cas particulier des éléments de la troisième période, les éléments de la troisième ligne, ça peut s'appeler ouais, bref. Les éléments de la troisième ligne, eux, ils ont un Z qui est beaucoup plus élevé, donc beaucoup plus d'électrons, et ils ont des orbitales 3D. On se souvient, il y a un orbital 3D, comme ça, l'orbital 3D, c'était avec maximum 10 électrons. Donc en fait, ils ont beaucoup plus de place, ils sont beaucoup plus volumineux. Et donc en fait, eux, 8 électrons, peuvent en avoir plus. Et donc en gros, ils ne respectent pas tout le temps la règle de l'octet. Donc si on prend par exemple l'oxygène, Z égale 8, lui va respecter la règle de l'octet. Si on prend l'espèce chimique qui est juste en dessous, c'est-à-dire le soufre, c'est la même famille, Z égale 16, le soufre, lui, il n'est pas obligé de respecter la règle de l'octet. Pourquoi? Parce qu'il a des orbitales 3D et qu'il est capable de les remplir. Donc en fait, de recevoir beaucoup plus de liaisons que l'oxygène. Et donc en fait, comme il y a écrit, 8, c'est qu'une tendance, ils peuvent en avoir maximum 18, 10 électrons dans leur couche de valence. Mais dans la pratique, on va en voir souvent 12 en fait. Donc ça, vous pouvez le noter. On en voit 12 dans la pratique. Ça peut aller jusqu'à 18. 18 pourquoi? Parce que vous savez faire maintenant une configuration électronique et que si on va jusqu'à la 3D, vous avez 18 électrons. Voilà. Diapo suivante. Et donc, on va faire quelques exemples. On va prendre l'exemple de l'oxygène. Pas compliqué.
Alors, oxygène, on va prendre le O, Z égale 8. Donc si on prend que sa couche de valence, il est 2S2, 2P4. Ça fait 6 électrons. Il en manque 2, c'est les 2 qui sont dans la 1S. Ça, c'est les électrons de cœur. On prend que la couche de valence. 2S2, 2P4. Donc on a la notation des 8 qui est juste à côté. 2 doublets et 2 points. Ça vous devez le savoir, vous connaissez, on l'a fait tout à l'heure. Et donc, c'est un élément de la deuxième ligne. Donc il doit respecter la règle de l'octet. Il a 6 électrons dans sa couche de valence, il lui en manque 2. Donc il va chercher à acquérir 2 électrons. En fait, il va faire 2 liaisons. On a l'hydrogène. Lui, Z égale 1 électron dans sa couche de valence. Il y a sa configuration qui est là. Un électron dans sa couche de valence. Je vais mettre le petit machin rouge. Un électron dans sa couche de valence, il doit respecter la règle du duel, donc il lui manque un autre électron. En gros, lui, il va faire une seule liaison. Donc, il a un électron dans sa couche de valence, l'hydrogène, on a 2 hydrogènes, donc 2 électrons. On a un oxygène, 6 électrons dans sa couche de valence, donc 2 plus 6, 8. On a 8 électrons, autrement dit 4 doublets à placer, 4 doublets périphériques. Et donc on va les placer de telle manière à ce que chaque atome respecte la règle qu'il doit respecter. Donc, on va déjà faire des liaisons. On a mis donc 2 doublets, il en manque 2. Où est-ce qu'il faut les placer? Bon, là vous avez déjà la réponse. On pourrait se faire un kiff, le mettre au-dessus du H. Évidemment, c'est complètement faux, c'est pas possible. Genre, là, le H, il doit respecter la règle du duel. Ici, il a déjà il a 2 doublets. Donc il a 4 électrons. Il ne respecte pas la règle du duel. C'est exactement la même chose là-bas. On ne peut pas mettre un doublet ici. Donc les doublets, on va les mettre tout simplement là et ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 doublets d'électrons, donc 8 électrons. L'oxygène respecte bien la règle de l'octet. Et juste une distinction, je veux préciser ça parce que c'était pas forcément clair pour tout le monde avec les groupes précédents. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut bien distinguer les électrons qui sont propres à un atome et les électrons qui sont dans sa couche de valence parce qu'il a fait une liaison et qu'il est engagé dans une molécule. Là, si on prend l'oxygène, je vous demande ces électrons propres à lui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rompre les liaisons. C'était des liaisons qui étaient homolytiques, c'est comme ça. Vous allez rompre les liaisons et en fait, chaque électron retourne d'où il vient. Et donc en fait, l'oxygène, il a quoi? Il a combien d'électrons propres à lui? Il en a 1, 2, plus les 2 doublets, il a 6 électrons. Il a bien 6 électrons, c'est bien un oxygène. 6 électrons dans sa couche de valence, auquel on va rajouter les 2 électrons des hydrogènes qui ont mis en commun. Et il y a les électrons qui sont maintenant dans la couche de valence de l'oxygène, parce qu'il a fait des liaisons, parce qu'il veut respecter la règle de l'octet. Ça, on compte. Donc maintenant, on peut donc compter maintenant les électrons que les H vont apporter. Donc ça, il faut bien faire cette distinction-là. Et c'est donc pour ça qu'on a 4 doublets, enfin 2 doublets et 2 liaisons, et qu'on a 4 électrons, 8 électrons, et que l'oxygène respecte bien la règle de l'octet. Et ça va être important un peu plus tard, vous allez voir pourquoi, quand il va falloir mettre des charges et tout. Et donc on va y revenir. Bon, ça c'est quoi? C'est le CO2. C'est exactement le même raisonnement, on ne va pas tout refaire, mais on va regarder, ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les 4 exemples qu'ils nous donnent, et on va regarder si les molécules respectent ou pas la règle de l'octet. Premier exemple, la règle de l'octet n'est pas respectée pour le C. Pourquoi? Parce que le C, il a 2 liaisons seulement autour de lui, autrement dit, il a 4 électrons dans ses couches de valence. Il ne respecte pas la règle de l'octet. Donc déjà, cette molécule, elle est fausse. On passe à la suivante. Là, le carbone, il a bien 2 liaisons. Il a 2 liaisons, il a 2 doublets. Donc il a bien 8 électrons dans sa couche de valence. Il respecte la règle de l'octet. Si on prend l'oxygène de gauche par exemple, il a une liaison, donc 2 électrons. Il a 2 doublets, donc 4 électrons. Donc il a 6 électrons dans sa couche de valence. Il ne respecte pas la règle de l'octet. Cette molécule, elle est fausse. Si on prend maintenant la troisième molécule, là, on prend l'oxygène, parce que le carbone, c'est exactement le même cas qu'au-dessus. On prend l'oxygène. On a, sur l'oxygène de gauche, par exemple, 3 doublets d'électrons. Donc 6 électrons plus une liaison. Donc l'électron qui était propre à l'oxygène, plus l'électron qui a mis en commun le carbone. Donc on a bien 8 électrons dans les couches de valence. Sauf que si vous comptez bien, on a 2 doublets en plus qu'on en avait en fait au départ. Et donc en fait, cette molécule elle est fausse, pas parce qu'en fait les atomes ne respectent pas la règle de l'octet, tout simplement parce qu'on a rajouté des électrons pour qu'ils la respectent. Donc celle-là c'est fausse, elle est fausse. La bonne forme c'est la dernière.
Pourquoi? Parce que là, le carbone, il respecte la règle de l'octet, il a 4 liaisons autour de lui, donc 8 électrons, et que chaque oxygène a 2 liaisons, donc 4 électrons, plus les 2 doublets, 4 électrons, on a bien 8 électrons dans la couche de valence de l'oxygène. Et vous avez un exemple de liaison double dans une molécule. Si je t'attrape, je t'en Ouais, tu l'es pas trop fort parce qu'on s'est fait embrouiller la dernière fois. Doucement. On en arrive maintenant aux liaisons simples et multiples. Liaisons simples et multiples. Donc là, bon, c'est de la nomenclature, hein, c'est simple. Une liaison simple, on va l'appeler sigma. Donc chaque liaison simple, sigma. Ici, dans la molécule d'eau, on a 2 liaisons sigma. Et dans la liaison double, on va avoir donc la deuxième liaison, en fait, celle qui n'est pas sigma mais l'autre, on va l'appeler pi. Donc quand je dis pi, c'est pas l'ensemble de la liaison, c'est tout simplement en fait la liaison surnuméraire. Donc dans une liaison pi, on a une liaison sigma, une liaison pi. Dans une liaison double, on a une liaison sigma et une liaison pi. Dans une liaison triple, parce que c'est aussi possible, vous avez un exemple, le diazote. Dans une liaison triple, on va avoir 2 pi. Il n'y a pas pi, sigma, delta, je sais pas. C'est toutes les restes, toutes celles qui vont être surnuméraires, on va les appeler pi. Donc la première, c'est toujours sigma, et les autres, c'est pi. Et on va voir à quoi ça correspond un peu plus tard. Et donc la remarque, elle est importante, parce que c'est un détail à savoir. Plus les liaisons sont nombreuses, plus elles sont solides. Bon, ça paraît logique. La liaison double, elle est plus solide que la liaison simple. La liaison triple, elle est plus solide que la liaison double. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus elles sont nombreuses, et plus elles sont courtes. Donc en fait, la liaison triple, elle est plus courte que la liaison double, qui est elle-même plus courte que la liaison simple. Donc ça, c'est un détail à savoir. Ne l'oubliez pas, parce que c'est une petite remarque au bout comme ça. Ne l'oubliez pas. Théorie VSEPR. Valence Shell Election Pair Repulsion. Donc la théorie VSEPR, énoncé. Les paires d'électrons liantes et non liantes de la couche de valence d'un atome s'organisent dans l'espace de manière à minimiser la répulsion électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, avec la théorie VSEPR, on va s'intéresser à quoi? À la géométrie d'une molécule dans l'espace. Concrètement, la molécule, à quoi elle ressemble. Là, on vous dit qu'en fait, bon, je vous rappelle, on avait des atomes. On doit faire une structure avec des atomes. Un atome, si on regarde à une échelle subatomique, qu'est-ce que c'est? On avait dit que c'était des protons, donc chargés positivement, des neutrons, neutres, et plus loin, un cortège électronique d'électrons chargés négativement. Donc en gros, dans un atome, on a des charges. Et c'est parce qu'on a des charges qu'on va avoir des répulsions électroniques. Quand on va rapprocher les électrons, on va avoir, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le noyau c'est tout petit et que les électrons c'est vraiment très très vaste, les électrons sont très très loin du noyau, et c'est pour ça qu'en fait l'ensemble du volume d'un noyau, d'un atome, c'est grosso modo les électrons. Et c'est pour ça qu'en fait, en rapprochant les électrons, en rapprochant les atomes, on rapproche les électrons. Et vous savez très bien qu'en rapprochant 2 charges moins, ben, il va y avoir des répulsions électriques. Pareil pour 2 charges de plus. Et donc en fait, pour faire une molécule, il va falloir minimiser ces répulsions électriques. Pourquoi? Parce que plus il y a de répulsions électriques, moins c'est stable. Donc si on les éloigne, c'est plus stable. Et comme je vous ai dit précédemment, la nature elle aime les choses stables. Et donc, on va essayer de minimiser les répulsions électriques. Et donc en fait, cette théorie de VSEPR, elle va nous permettre en fait de prévoir la configuration d'une molécule grâce donc en s'intéressant à l'atome central et en regardant le nombre de voisins, on va appeler N, nombre de voisins de l'atome central, et le nombre de paires non liantes qui sont sur l'atome central. Donc si on prend l'exemple, je vais vous le dire maintenant, normalement, dites-moi si je dis n'importe quoi, normalement vous n'avez pas cette phrase dans le dis n'importe quoi. Ah ouais? Là, cette phrase, vous ne l'avez pas dans le poly. Écrite comme ça? C'est exactement la même. Tu vois que tu dis n'importe quoi. Je peux voir. Il ne croit pas en plus. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a compris cette phrase? Parce qu'elle est bizarre un peu. Donc je vais vous expliquer. Et en gros, pour vous expliquer, en fait, voilà. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer là mais rapidement, mais je vais revenir dessus une fois que je vous aurai expliqué quelque chose d'autre qui s'appelle la conjugaison. Donc on va revenir sur ça après. Mais cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'en fait, quand on va mettre en place, bon, je vais vous expliquer la théorie VSEPR, on va revenir sur ça. On tourne la page. Théorie VSEPR, en fait, on va prendre une molécule, on va s'intéresser à l'atome central, on va regarder le nombre de voisins qu'il a,
et le nombre de doublets non liants qu'il a. Si on prend une molécule, on va pas prendre la molécule d'eau, on va prendre le CO2. CO2, je vais le dessiner là. On prend le CO2. On prend le CO2, atome central, carbone. On regarde le nombre de voisins, il y a 2 oxygènes, donc ici N est égal à 2. On regarde le nombre de doublets non liants, sur le carbone, il n'y en a pas. Autrement dit, donc M est égal à 0. On a N plus M qui est égal à 2, donc le tableau nous dit que quand N plus M est égal à 2, on a une molécule qui est linéaire. C'est bien pour ça que je l'ai dessiné comme ça. Donc un CO2 dans l'espace, c'est linéaire, c'est un patron, concrètement. Alors que si on prend une valeur de N plus M qui est égale à 3, donc en fait, il y a 2 cas possibles. Il va y avoir le cas où on va avoir un atome central et 3 voisins. Donc N égale à 3, AL3. Okay, je vous rappelle, on appelle ALN, EM. N étant le nombre de voisins, M étant le nombre de paires non liantes. Si on a le cas AL3, donc on a un atome central et 3 voisins. C'est le cas par exemple du BF3. BF3. Voilà. C'est le cas de cette molécule. Concrètement, on regarde le bord, il n'a pas de doublet non liant. Il a 3 voisins, AL3. La théorie Weissenberg nous dit que c'est trigonal plane. Cette molécule est trigonale plane. Voilà. L'autre cas, c'est AL2E1. Donc en fait, si on avait un truc AL2E1, j'ai pas d'exemple en tête, mais si on enlevait par exemple cette liaison, bon cette molécule n'existe pas, mais si on enlevait cette liaison et qu'on avait un doublet non liant là, on aurait aussi une molécule qui est trigonale plane. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette double liaison, enfin ce doublet d'électrons, c'est un doublet d'électrons, vous savez que les électrons sont dans des orbitales, et une orbitale, qu'est-ce que c'est? C'est un espace dans lequel il y a 95% de chance de trouver un électron. Donc ce machin... Il est moi le cas, c'est l'heure du... Donc ce machin, il a une forme dans l'espace en fait. Et en fait, on va le symboliser comme ça. Donc si j'enlève le bâton, je peux mettre 2 électrons comme ça. Et donc, ça, c'est l'orbital. Et c'est pour ça qu'en fait, on prend en compte le fait qu'il y ait des doublets d'électrons, parce que ça va se placer, doublet d'électrons c'est des charges, il faut aussi minimiser les répulsions électriques. Et donc, juste pour expliquer, minimiser les répulsions électriques, si on suppose que ça, c'est une charge négative, et que ça, c'est une charge négative. Le fait de les mettre comme ça, de mettre ces molécules à l'opposé, c'est bien la meilleure manière de minimiser les répulsions. Si j'avais fait une molécule comme ça, de CO2, évidemment, là, elles sont beaucoup plus proches que là. On a un angle de 180 degrés, là, on a un machin bizarre. Et donc là, répulsion électronique. Donc là, ça ne marche pas. Ici, c'est pareil. Dans la molécule de BF3, je vous ai dit que c'était une molécule plane, donc on va avoir une feuille, c'est un plan, quoi, et un triangle. Dans la molécule de BF3, il y a écrit 120 degrés. On a en fait des angles de 120 degrés, 360 divisé par 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la meilleure manière d'écarter au plus loin les charges. Le maximum, en fait, si je considère ces deux atomes. Lui, en fait, je pourrais les mettre à 180 degrés, pareil. Si je le mets à 180 degrés, ici, il y a 180 degrés, donc c'est cool. Il n'y a pas trop de répulsion électronique, il y en a encore moins que là. Sauf qu'ici, il y a plus de répulsion électrique parce qu'ici, l'angle est inférieur à 120 degrés. Donc la meilleure manière de minimiser les répulsions électriques entre chaque atome, eh ben, c'est de mettre un angle égal partout et le plus grand possible, à savoir 120 degrés. 360 divisé par 3. Donc la théorie Weissenberg, c'est que ça. Dans le cas où on a N plus M qui est égal à 4, on a une molécule qui est tétraédrique. Un tétraèdre, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez là. C'est par exemple le CH4 que je vous ai fait tout à l'heure. Donc je vous le dessine en crâne. Vous ne l'avez pas encore vu à la pré-rentrée, mais je pense que vous l'avez peut-être vu au lycée un peu. Vous savez ce que c'est crâne? Voilà. Donc voilà, on a le carbone qui est là. On a 4 hydrogènes. Et ça, c'est un tétraèdre. On a un carbone central et 4 voisins. Dans le cas AL3E1, c'est le cas... par exemple, si on prend l'oxygène, la molécule d'eau, on a un atome central, donc je vais dessiner mon O. On va avoir un H, je vais le mettre comme ça plutôt. On va avoir un H, on va avoir un deuxième H, donc on a N qui est égal à 2, et M, le nombre de doublets d'électrons, il est égal aussi à 2. Là, on a 2 doublets d'électrons. Et comme je vous ai dit, ils prennent une configuration dans l'espace, et donc en fait, on va avoir
du doublet d'électrons. Et donc la molécule d'eau, elle n'est pas linéaire, mais elle est bien tétraédrique. Pourquoi? Ça c'est la théorie de l'SEPR qui vous le dit. On a N, elle est de type Al2, E2. Donc c'est un cas qui n'est pas écrit dans le tableau, mais évidemment de plus 2 ça fait 4, et donc on a un tétraèdre, et donc ça marche aussi. Cas suivant, bipyramide trigonale. Bon voilà, vous avez donc une feuille, vous voyez bien, une feuille avec une molécule trigonale plane à laquelle vous rajoutez une liaison qui va vers le haut et une liaison qui va vers le bas. Donc si je prends ma tablette comme ça, vous avez une liaison qui va vers le haut, une liaison qui va vers le bas avec la molécule trigonale plane qui est comme ça, simplement. Et octaédrique, donc c'est le cas où N et M est égal à 6. Vous avez, je reprends ça, vous avez, voilà, à chaque point vous avez une molécule avec les liaisons qui font des diagonales, et vous avez encore une liaison qui va vers le haut et une liaison qui va vers le bas. Voilà, tout simplement. Un dernier détail, c'est pas écrit là, bon, sachez-le, notez-le, si vous le retenez pas, vous allez le retenir après à la fac, il faudra le savoir. C'est qu'en fait, si je compare ces deux molécules, qui sont toutes les deux tétraédriques, là, on vous donne une valeur d'angle. Bon, les valeurs d'angle, elles ne sont pas à connaître par cœur, hein, mais sachez ce que je vais vous dire. Là, on vous dit qu'ici, vous avez un angle de 109 degrés, 0.5. Et en fait, donc pour minimiser les répulsions électriques toujours, ce qu'il faut savoir, c'est que le doublet d'électrons, je l'ai fait assez gros, le doublet d'électrons va être plus volumineux que la liaison CH, que OH, pardon, que qu'une liaison tout court, en fait. Il va être plus volumineux qu'une liaison, si bien qu'en fait, pour minimiser les répulsions électriques, ici, il va falloir une plus grande distance que là. Et une plus grande distance ici que là, et ben, ça va ici réduire l'angle en fait. Et donc en fait, les deux hydrogènes ici vont être plus proches ici que là. Et donc dans ce cas-là, on va pas avoir un angle de 109,5, mais du tel, je crois que c'était un truc genre 107, un truc comme ça et tout. Mais les valeurs, on s'en fout. Sachez qu'ici, l'angle, il sera plus petit. Pourquoi? 0,10, c'est l'heure du pastis. 107. Et donc ici, on va avoir un angle qui sera plus petit que là. Pourquoi? Parce qu'on a deux doublets d'électrons qui sont vachement volumineux. Cool. Donc le tableau, c'est à savoir quand n égale 2, enfin quand n plus m égale 2, linéaire. Les exemples, vous pourrez les bosser chez vous, j'en ai fait pas mal au tableau. Et maintenant, on va passer à la polarisation d'une liaison. Et c'est là, concrètement, qu'on va voir en fait, des applications de l'électronégativité, qui est en fait la capacité, comme je vous l'ai déjà dit, d'un atome à capter les électrons. Degré d'oxydation. On va commencer par degré d'oxydation. Définition. Le degré d'oxydation, ça peut être deux choses. En un, ça peut être en fait la charge réelle portée par un atome ou un ion isolé. Donc là, on a le cas du néon. Le néon, je rappelle, Z égale 10, gaz rare, donc c'est tout à droite dans la classification périodique des éléments. Le néon, c'est un atome. Comme on l'a déjà dit, un atome, autant de protons qu'électrons, c'est quelque chose de neutre. Autrement dit, le néon, son degré d'oxydation, c'est 0, neutre. Si on prend le chlorure, l'ion chlorure, Cl-, Cl-, il est moins, pourquoi? Parce qu'il a un électron en plus. Et je peux même l'expliquer pour que ce soit clair. Le chlorure, donc c'est Z égale 17, je crois. Ouais, 17. On va faire le chlore. Configuration électronique du chlore. Bah, ici on a la 1s. Ici on a la 2s. Ici on a la 2p. Comme ça, tac. 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 On va mettre la 3s. Donc là, 8, 10, 12. Et la 3p. Logique. Tac, tac. Ça, c'est le chlore. Comme on vous a dit tout à l'heure, les électrons, les atomes, tout seuls, c'est pas stable. Donc, ils vont réagir dans le but d'avoir une configuration électronique du gaz rare le plus proche. Le gaz rare le plus proche du chlore, si vous voulez, je peux vous montrer dans le tableau classification périodique des éléments. C'est pas le néon, c'est celui du dessus, c'est l'argon. Z égale 18. Donc en fait, le chlore, lui, il cherche à ressembler à l'argon. L'argon, Z égale 18, il a un électron en plus. Il a 7 électrons là en plus. Et donc en fait, le chlore, il a deux manières. Soit il va faire des liaisons, soit il va capter un électron.
peu importe d'où il provient, il va capter un électron pour avoir la même configuration que l'argon. Et donc, il a capté un électron en plus, donc il a 17 protons dans le noyau, 18 électrons, et donc une charge négative, et donc on va parler d'ion chlorure. Et comme il a une charge négative, c'est la charge réelle portée par l'atome, on a donc un degré d'oxydation qui est moins 1. Si on prend le Na+, pareil, c'est parce qu'en fait, il a un électron en moins, et donc une charge plus en plus, et donc il a un degré d'oxydation plus 1. Le Cl2+, il a 2 charges en plus, donc 2 charges positives en plus, parce que 2 électrons en moins. Et donc, un degré d'oxydation de plus 2. Donc, le degré d'oxydation, ça peut être la charge réelle portée par un atome ou un ion isolé. Mais c'est pas que ça. Le degré d'oxydation, ça peut être aussi la somme des degrés d'oxydation partielle d'un atome dans une molécule. Et c'est là qu'on va parler d'électronégativité. Si on prend la molécule d'eau. Si on prend la molécule d'eau. Donc, attention, là, j'ai parlé de degré d'oxydation partielle. Donc, il faut évidemment, c'est pas la même chose que le degré d'oxydation tout court. Si on prend cette molécule avec les deux liaisons sigma, on se souvient, je vais faire ça un peu autour. Cette molécule, si je vous demande entre l'oxygène et l'hydrogène, lequel est le plus électronégatif? Ouais, l'oxygène. Pourquoi l'oxygène? Ouais, vous savez. Parce que l'oxygène, il est plus proche du fluor, parce que l'oxygène, il est plus en haut, plus à droite, enfin, il est plus à droite, l'hydrogène, il est là, l'oxygène, il est là, enfin bon, tout ça, il faut savoir. Évidemment, l'oxygène, il est plus électronégatif que l'hydrogène. Et comme il est plus électronégatif, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va polariser la liaison, et qu'en fait, il va attirer les charges moins vers lui. Et comme il attire les charges moins vers lui, donc, si on s'intéresse à cette liaison, il attire les charges moins vers lui. L'oxygène, on va lui mettre un moins 1. Il attire les charges moins vers lui. L'hydrogène, on va lui mettre un plus 1. Parce que lui, il voit les charges partir comme ça. De l'autre côté, on voit la deuxième liaison, c'est exactement la même chose. Lui, on va lui mettre un plus 1, parce que les charges elles vont vers l'oxygène. Et l'oxygène, on va lui mettre un moins 1. Moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Degré d'oxydation de l'oxygène dans ce cas-là, moins 2. Degré d'oxydation de l'hydrogène, plus 1. Et donc, les moins 1, les petits moins 1, hein, c'était les degrés d'oxydation partielle. Et si tu fais la somme des degrés d'oxydation partielle, on obtient moins 2, le degré d'oxydation de l'oxygène dans cette molécule. On va prendre l'exemple du CO2. Pourquoi? Parce que j'ai pas lu la méthode, j'aurais pu le faire. Méthode, on isole une liaison entre les deux atomes, on compare les électronégativités des atomes, ce qu'on a fait, on détermine la nature de la liaison, simple, double, voire triple, et ensuite on multiplie moins 1 fois le nombre de liaisons pour l'atome le plus électronégatif, ici c'était l'oxygène, et plus 1 fois le nombre de liaisons moins électronégatives, ici c'était l'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait si on prend le carbone, la molécule de CO2, je sais pas si c'est connerie, molécule de CO2, là on a des liaisons doubles. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait on va considérer que le carbone il est lié 2 fois à l'oxygène. Il est lié 2 fois à l'oxygène en fait. Et donc on va pas lui mettre le plus électronégatif, c'est qui? C'est l'oxygène, donc vous savez bien, Z égale 6, Z égale 8, donc il est plus à droite. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc l'oxygène on va lui mettre moins 2. Moins 2, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 charges, donc on va compter 2 fois. Et ça, c'est le petit point 3 et 4 de la méthode. Ici, c'est pareil, on va mettre un moins 2. Et donc, faire attention, ici, on va mettre un plus 4. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on prend en compte le nombre de liaisons, enfin, le fait que la liaison soit double, voire triple. Autre chose qui est important, et ouais, c'est écrit, c'est la remarque qui est là, je crois, le degré d'oxydation partielle d'un atome se considère dans le contexte d'une molécule liaison simple, c'est pas ça. Ok, donc c'est pas noté, et donc je vous le dis, et donc notez-le. Une molécule, dans une molécule, donc normalement a priori une molécule c'est neutre, donc dans une molécule neutre, on va dire, la somme des degrés d'oxydation de chaque atome est égale à 0. Si on prend ici la molécule d'eau, on a bien moins 2 plus 1 plus 1, ça fait 0. C'est écrit? Bon bah... Pareil, ici,
on a plus 4, moins 2, moins 2, ça fait bien 0. Et donc ça peut être un moyen, quand on sait que la molécule est neutre, ça peut être un moyen de voir, de vérifier si les degrés d'oxydation sont bons. Évidemment, on a des cas où on a des ions moléculaires, pour ne pas dire molécules chargées, on a des cas où on a des ions moléculaires où on va avoir en fait, donc sur un atome, une charge en plus. Et donc dans ces cas-là, le degré d'oxydation, si par exemple cette charge c'est un moins, la somme des degrés d'oxydation, elle ne va pas faire 0, mais à ce moment-là, elle fera moins 1. Parce qu'il y a un moins en plus. Et si c'est une charge positive, ça fera plus 1. Parce qu'il y a un plus. Mais dans le cas d'une molécule, et en théorie une molécule c'est neutre, ça fait bien 0. Donc là voilà, j'ai fait l'exemple de la molécule d'eau pour retravailler la diapo chez vous. Exemple de la molécule d'eau, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On va parler maintenant de l'effet inductif. Et l'effet inductif, pareil, c'est un effet qui va découler de la différence d'électronégativité. Pareil, on va reprendre la molécule d'eau. L'effet inductif, qu'est-ce que c'est? Effet sur la polarisation d'une liaison sigma d'un atome ou d'un groupe d'atomes. Si on reprend cette molécule, on a vu qu'il y avait une différence d'électronégativité entre le O et le H. Et comme je vous ai dit, ça va entraîner une polarisation de la liaison. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il va attirer les électrons vers lui. Les électrons vont être plus proches de lui qu'ils ne sont de l'hydrogène. Et ça, comment on va le noter? On va le noter comme ça. Et ces flèches-là, c'est tout simplement pour dire que comme il est plus électronégatif, il va polariser la liaison, tout simplement. Et là-bas, c'est exactement pareil, sauf que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, et donc il va se passer ça. Je vais faire juste une petite digression, parce que ça peut être intéressant de le savoir. Pourquoi on vous parle d'effet inductif? Pourquoi on vous parle de degré d'oxydation et compagnie? Parce que comme je vous ai dit, la nature elle aime les choses qui sont stables. Et les choses qui sont instables, c'est les choses qui réagissent. Et on fait de la chimie, donc on va étudier des réactions. Et en fait, vous allez avoir un chapitre qui s'appelle Chimie orga, et où là concrètement, vous allez faire un ensemble de réactions. Et donc c'est intéressant de savoir si une molécule est stable, si elle est plus stable que telle molécule, pour essayer de prévoir quelle réaction on va avoir. Et donc, en fait, ces effets inductifs, ils vont être intéressants dans le cas où, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle, ne retenez pas ça, enfin si, retenez, parce que de toute façon vous allez en parler. Mais si par exemple on a ce qu'on appelle un carbocation c'est un carbone qui est chargé plus et qui ne respecte pas la règle de l'octet. Ça arrive, c'est comme ça, c'est super instable et donc c'est assez rare. Si on a un carbocation et que je lui mets à côté une espèce qui est un F, fluor, Z égale 9, c'est super électronégatif. Qu'est-ce qui va se passer? Le fluor, comme il est électronégatif, il va polariser la liaison et il va attirer les charges négatives vers lui. Donc déjà qu'on a un carbocation qui ne respecte pas la règle de l'octet et qui est chargé positif, déjà que c'est super instable. En plus de ça, on fout un halogène qui va être super électronégatif et qui va encore plus, qui va attirer les charges moins. Et donc ici, on pourrait mettre encore un petit delta plus, c'est-à-dire une charge partielle, parce qu'en plus, on a les électrons qui sont vers le fluor. Donc vous êtes d'accord que le fait qu'on ait un fluor là, ça déstabilise cette molécule. Vous êtes d'accord? Parce que il y a déjà un défaut d'électrons, donc un défaut de charge négative, donc une charge positive, et on enlève encore plus, entre guillemets, on accentue en fait le fait qu'on ait un plus ici. Si on compare cette molécule à ça, avec ici un H, si je vous demande laquelle est plus stable, c'est bien celle-là. Parce qu'en fait, ici, on accentue l'effet de la charge plus, alors qu'ici, on l'accentue moins. Donc déjà, le carbocation, c'est pas stable, mais là, c'est encore moins stable. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'effet inductif, et tout, ça peut être intéressant de voir. Bref. Donc, les petits delta minuscules, c'est ce qu'on appelle les charges partielles. C'est ce que j'ai fait là, c'est que là, dans le cas de l'oxygène, lui, on va lui mettre deux charges partielles négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des charges négatives qui vont vers lui, donc ça lui rajoute un peu, ça lui rajoute des charges partielles négatives, et eux, des charges partielles positives, un peu comme les I+, les plus I et les moins, enfin les plus 1 et les moins 2. Ce qu'il faut savoir de l'effet inductif, c'est qu'il est transmis de proche en proche, mais qu'il est amorti au bout de 3 liaisons.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que quand on a ici, on a un Z, et Z normalement, ça, c'est pour schématiser un halogène, donc quelque chose qui est électronégatif. Quand on va avoir quelque chose qui est électronégatif, on va en fait, l'effet inductif, il va donc se transmettre de proche en proche. Ça veut dire que l'effet de l'électronégativité, de la différence d'électronégativité entre le Z et le carbone va se faire sentir jusqu'à 3 liaisons plus loin. Imaginez-vous l'effet d'un aimant. Genre, je mets un aimant et une clé. Si la clé, je la mets là, l'aimant, je le mets là. L'effet de l'aimant sur la clé, il sera aussi possible ici, quoi, en fonction de la force de l'aimant. Par contre, on parle d'amortissement, c'est-à-dire que si l'aimant il a encore un effet sur la clé qui est là, cet effet il est plus faible ici que là, parce qu'il est plus loin. Et c'est exactement la même chose. Et on dit que c'est amorti au bout de 3 liaisons. Donc au bout de 4 liaisons, l'effet du Z, le Z n'a plus d'influence sur un atome qui est loin, qui est de 4 liaisons. Alors que sur un atome de 3 liaisons, la liaison elle sera encore polarisée. Très peu, moins qu'à 2 liaisons, et encore moins qu'à une liaison près. Et donc c'est pour ça qu'on a mis 3 flèches, tout simplement, pour vous montrer que c'est 3 fois plus fort qu'une liaison plus loin, et que une liaison plus loin, c'est 2 fois plus fort qu'une liaison plus loin. Ce qui faut faire attention au fait, alors que je sais plus où c'est noté. Oui, c'est qu'en fait, on va, voilà, c'est en haut et je ne l'ai pas lu, c'est qu'on va considérer la liaison CH comme non polarisée. Ok? Donc, en fait, on considère que le carbone n'a pas d'effet inductif sur l'hydrogène. C'est comme ça, c'est une convention. Donc ça, c'est à savoir. Et il faut bien faire attention au fait que dans le degré d'oxydation, on va considérer qu'il est plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc, on va compter son degré d'oxydation. Si je prends là, le CH4, en fait, on va bien dire que l'hydrogène est moins électronégatif que le carbone et qu'ici, le carbone, il est bien moins 4. Alors que chaque hydrogène est plus 1. Donc, le degré d'oxydation, c'est bien moins 4 sur le carbone. Alors que si on veut schématiser les effets inductifs, on n'écrira jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on considère que cette liaison, elle est polarisée. Qu'elle n'est pas polarisée, justement. Alors après, il y en a qui vont venir me voir, qui vont dire sur le cours, là, il y a des flèches. Genre là, il y a des flèches, là, entre le carbone et le H. En fait, ce qu'on schématise là, c'est pas l'effet du carbone sur le H, mais c'est l'effet du Z sur les liaisons avec le carbone et sur la liaison du H, parce que le Z, il est très électronégatif, et que son effet électronégatif, il se fait ressentir à 3 liaisons plus loin. Et donc, la liaison CH, elle est bien non polarisée, s'il n'y avait pas le Z, et comme il y a le Z, elle est polarisée du fait de l'effet du Z. Okay? Donc, s'il n'y avait pas de Z et que c'était juste un CH, on n'aurait pas une flèche. Voilà. Donc, il se transmet via les électrons de liaison sigma, et on distingue donc 2 groupes. Les effets les inductifs attracteurs, I-. Pourquoi? Parce qu'ils sont très électronégatifs, ils vont attirer les chargements, donc attracteurs. Donc si je vous dis le haut ici, les attracteurs, mais en général, on va s'intéresser en fait à des groupes de molécules. Par exemple, si je vais avoir, par exemple, un fluor, c'est inductif attracteur, donc c'est I-, moins parce qu'il attire les chargements. Et si on avait un truc comme ça, par exemple, ici, c'est inductif donneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus je dis que de la merde, non, c'est pas inductif donneur, mais si je mets alors quelque chose qui n'est pas électronégatif, le bore par exemple, le bore, il est moins électronégatif que le carbone, on pourrait le considérer inductif donneur par rapport au carbone. Okay? Et donc en fait, on va s'intéresser à des groupes de molécules, et vous avez un tableau, il y a un tableau récapitulatif à la fin, vous avez I-, I+, et compagnie. L'effet mésomère. Alors, l'effet mésomère, c'est quelque chose d'assez compliqué, et je vais essayer de vous l'expliquer. Enfin, c'est pas très compliqué, mais en fait, ça aurait été plus simple si vous avez eu le cours précédent, le cours suivant avant. En fait, il y a des choses qui sont expliquées dans le cours suivant. Donc, en fait, l'effet mésomère, effet électronique se transmettant par des liaisons électroniques pi, par les liaisons pi et les doublets non liants délocalisables. Donc, comme je vous ai montré, en fait, on parle d'électrons des liaisons pi, c'est ceux-là. C'est bien ceux-là. Là, on a des liaisons sigma, là, on a des liaisons pi. Okay, donc, c'est ce genre d'électrons
sur lesquels on va pouvoir avoir un effet mésomère. Et en fait, l'effet mésomère, alors, comme je vous avais dit, les électrons, par exemple dans le modèle de Schrödinger, on a des probabilités de présence d'électrons et on n'a pas des électrons ponctuels où on sait précisément l'endroit où ils se trouvent. Là, on va avoir des probabilités de présence d'électrons et c'est parce qu'en fait, ces électrons bougent. Les électrons pi se bougent dans la molécule. Ils ne sont pas dans un état fixe, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, donc ils bougent. Et en fait, ils bougent dans un but de stabiliser la molécule. Et l'effet mésomère, c'est un effet qui va stabiliser la molécule. Et ces doublets d'électrons, ils vont être capables de bouger. Donc en fait, je vais vous montrer un exemple d'une molécule cyclique où on va avoir des liaisons pi. Donc normalement, ça va, vous comprenez, là, c'est des carbones en fait. Genre, c'est, comment ça s'appelle, l'écriture topographique. Vous connaissez ça déjà? Okay. On a des carbones, et il ne faut pas oublier qu'il y a des hydrogènes. Je vais mettre les hydrogènes quand même. Donc voilà. On est comme ça, il y a des doubles liaisons. Donc là, on a des liaisons sigma, 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 sigma. On a des liaisons pi là, comme ça. Et en fait, les électrons de la liaison pi, ils vont être capables de bouger. Ils vont être capables de bouger. Ici, ils vont être capables de faire des choses comme ça. Boum. Ceux-là d'aller là, et ceux-là d'aller là. Pour nous donner une molécule qui sera comme ça. Et ça, c'est un exemple d'effet mésomère. C'est qu'en fait, les électrons de la liaison pi, ils vont être capables de bouger comme ça dans la molécule. Comme je vous ai dit, les électrons, ils sont capables de bouger. Et donc en fait, quand j'écris la molécule comme ça, je l'ai écrit dans un état particulier. Mais en fait, cette molécule, c'est exactement la même. Okay, parce que les électrons bougés sont capables de bouger. Et en fait, si je voulais être précis, dans la vraie vie, en fait, la molécule, on pourrait la schématiser comme ça, avec des pointillés. Parce qu'en fait, les électrons tournent. Et donc comme ça, ils sont capables de bouger. Ils sont capables de bouger. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut pas se faire tout le temps. Si je prends l'exemple du CO2, là, les électrons pi, ils ne sont pas capables de bouger. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour que les électrons puissent bouger, on a besoin de ce qu'on appelle un système conjugué. Un système conjugué, qu'est-ce que c'est? Ça va être une alternance pi, sigma pi. Donc là, vous voyez bien qu'on a pi, pi. Donc ça ne peut pas marcher. Là, on a une alternance pi, sigma pi. Donc notez-le, parce qu'il n'y a pas écrit pi, sigma pi. Et une alternance p, sigma pi. Et p, et c'est là que ça devient un peu compliqué, c'est que vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais essayer de vous l'expliquer. P, c'est en fait une orbitale, tout simplement. En fait, P, c'est une orbitale, et en fait, enfin, vous n'avez pas vu la forme des orbitales et compagnie, mais si je prends, je sais pas très bien, si je prends par exemple le CH3 que vous avez fait tout à l'heure, et que je le schématise comme ça, si je le schématise comme ça, cette molécule, elle existe dans un autre état, qui est celui-là. En fait, si on prend ce doublet d'électrons, on le met là, celui-là, on le met là, cette molécule, elle devient ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On crée une double liaison. Donc cette liaison, on est obligé de la casser. Pourquoi? Parce que sinon le carbone ici, il a 5 liaisons autour de lui, donc ça n'existe pas. Donc on casse cette liaison, on le met sur le haut. Voilà. On obtient ce type de molécule. C'est exactement la même. En fait, si vous prenez celle-là, vous la retournez comme ça, c'est exactement la même. Et donc ça, c'est un effet mésomère aussi. Et dans ce cas précis, il n'y a pas d'alternance pi, sigma, pi. En fait, c'est une alternance pi, sigma, p, ou plutôt p, sigma, pi. Parce qu'en fait, le doublet d'électrons qui est capable de bouger, il se trouve dans une orbitale. Et cette orbitale, ça va être un machin comme ça, en fait, qui va être perpendiculaire au plan de la molécule, mais bon, ça vous le verrez dans le prochain cours. Et en fait, ça, c'est une orbitale P dans laquelle on va avoir un doublet d'électrons, et ce doublet d'électrons, il va être capable de bouger. Ces deux autres doublets d'électrons ne sont pas capables de bouger, alors que celui-là, parce qu'il est perpendiculaire au plan, mais ça vous le verrez plus tard, il est capable, les électrons qui sont dedans, ils vont être capables de bouger. Et donc ils peuvent venir là, et donc permettre de prendre ces électrons pi et revenir ceux-là, et ceux-là, donc, ils vont aller dans l'orbitale P de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Vous avez compris ou pas? Ok, je recommence. Vous avez vu dans le cours précédent les orbitales atomiques. Normalement, je ne suis pas censé vous faire... c'est pour ça qu'on prend encore plus de temps, mais je ne suis pas censé vous parler de ça, vous avez parlé dans le cours précédent. Mais pour que vous compreniez, vous avez vu les orbitales atomiques. On vous avait dit, les orbitales, elles ont
telle et telle forme. Enfin, parce qu'en plus, on ne vous l'a pas détaillé. Mais, boum, voilà, dans le premier cours. Voilà, des orbitales atomiques. Ça, à droite, c'est des orbitales atomiques. En gros, c'est des orbitales atomiques. Bon, vous avez vu, on a plein d'orbitales atomiques, un S, 2S, 2P. Et bien en gros, ça, c'est l'espace dans lequel on a 95% de chances d'avoir les électrons. Il y a des orbitales, on va appeler P. Vous allez le voir la prochaine fois. Ces orbitales P, elles sont comme ça. Vous avez un O, vous avez des espaces comme ça, vous avez le P. Et en fait, dans ces orbitales, vous avez deux électrons, avec un spin inversé, plus un demi, moins un demi. Et bien c'est ces deux électrons-là, ils vont être capables de se déplacer et de faire une mésomérie. Donc en fait, soit on a un pi sigma pi, soit on va avoir un p sigma pi, c'est-à-dire en fait une liaison pi, sigma et une orbitale dans laquelle on a des électrons. Voilà. Ce sera détaillé dans le cours suivant. Vous allez voir l'hybridation et compagnie, ce sera détaillé dans le cours suivant. Donc normalement, vous comprendrez un peu mieux dans le cours suivant. Donc voilà. Certaines molécules peuvent être représentées par plusieurs formules de Lewis, appelées forme mésomère. Okay, c'est cet exemple-là. C'est qu'en fait, cette molécule, elle a plusieurs représentations de Lewis. Elle a celle-là, elle a celle-là aussi. Vous avez vu, on avait déplacé les doublets d'électrons. Les deux sont vrais. Et ça, c'est ce qu'on appelle des formes mésomères. C'est exactement la même molécule. Et en fait, on passe de l'une à l'autre par délocalisation de deux électrons. C'est ce qu'on a fait. On a délocalisé les électrons. Pour qu'il puisse y avoir mésomérie, il faut qu'il y ait un enchaînement d'orbitales P sigma pi ou pi sigma pi. Donc, c'est ce qu'on appelle un système conjugué. Notez le système conjugué parce qu'en fait, il n'y a pas écrit sur la diapo et après, plus tard, il y a écrit dans un titre genre molécule conjuguée, tout et tout, en haut, molécule conjuguée et tout. Donc, en fait, pi sigma pi, P sigma P, c'est ce qu'on appelle un système conjugué. L'orbital P peut contenir de 0 à 2 électrons. Ici, l'orbital P, elle contient 2 électrons. Ici, elle ne contient pas d'électrons. Donc, en fait, là, les 2 électrons qui sont dans l'orbital P, encore une fois, ils vont se déplacer, vont permettre ici de casser la liaison pi. Et les 2 électrons de la liaison pi vont aller dans l'orbital P qui était vide ici. Il va se passer ça comme ça en fait. Et c'est pour ça qu'en fait cette molécule, dans la vraie vie, à l'instar de cette molécule, on devrait l'écrire comme ça en fait. Elle est plutôt comme ça, parce que les électrons pi font ça. Voilà, c'est ça la mésomérie, et c'est un effet qui va stabiliser la molécule. Et donc, ça va être des exemples, moi je les trouve pas clairs, donc c'est un peu bizarre. Enfin, le dernier il est pas mal. Si on prend le dernier, par exemple, on a pi sigma pi. Si on prend le chemin A, vous voyez que le doublet d'électrons là, il va passer, le premier doublet d'électrons à gauche, il va passer sur la liaison BC, ce qui va casser en fait la liaison CD. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le C, vous voyez bien qu'il ne respecte pas la règle de l'octet, donc normalement il est lié à un hydrogène, mais il va passer sur en fait la liaison BC, ce qui va casser la liaison CD, et le doublet d'électrons qui est au niveau de la liaison CD, il va aller sur le D. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on va avoir une charge négative sur le D et une charge positive sur le A. Et ça, comment vous le savez? Vous le savez parce que tout à l'heure, je vous ai fait le détail, je vous ai dit de distinguer les électrons qui sont propres à l'atome et les électrons qui sont mis en commun pour la molécule. Là, si on regarde tout à gauche D, les molécules, enfin les électrons qui sont propres à D, si on casse les deux liaisons, il a 2 électrons. Il a une liaison double. Il a une liaison double, donc en gros, il a mis 2 électrons en commun, et le C a mis 2 électrons en commun. Donc, le D, il a 2 électrons, il en a 4 dans ses orbitales de valence, parce que le C, il en a mis 2, on a mis en commun 2, mais il a bien 2 électrons propres à lui. Dans le cas suivant, il n'en a plus 2, à droite, en haut à droite, il n'en a plus 2, mais il est comme ça, où il a une liaison, et un doublet d'électrons. Donc si on casse la liaison simple, il a bien un électron qui est propre à lui et un doublet d'électrons. Donc il se retrouve avec 3 électrons. Et comme il a 3 électrons, il a une charge moins. Et donc ça devient des automatismes. Et donc ça, vous devrez être capable de faire ça, donc de regarder le nombre d'électrons propres à un atome, qui à ne pas confondre avec le nombre d'électrons qui est dans ces orbitales atomiques, parce qu'il a fait des liaisons. Donc voilà, ça c'est la mésomérie. Intérêt de la mésomérie, stabilisation de la molécule grâce à la délocalisation des électrons. Plus une molécule a de forme mésomère, plus elle sera stable. Ça, c'est stable parce qu'il y a plein de formes mésomères. Ça, c'est pareil, il y a 2 formes mésomères, donc c'est stable. Si on avait 4, 5, 6, 8,
ce sera encore beaucoup plus stable. Le fait de délocaliser les électrons, on délocalise des charges, et donc c'est stable. Chaque forme mésomère a une certaine probabilité d'existence. Cette dernière est d'autant plus forte que cette forme est stable. Une forme mésomère est d'autant plus stable que, il y a 3 cas, qu'elle est neutre. Le fait de délocaliser des charges peut faire, de délocaliser des électrons peut faire apparaître des charges. Si on reprend l'exemple dans lequel on avait travaillé, on passe de la molécule tout en bas. On passe de la molécule ABCD sans charge à la molécule ABCD avec une charge plus et une charge moins. Autrement dit, la molécule à droite, avec les charges plus et les charges moins, elle est moins stable que celle qui est à gauche. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'une forme mésomère est d'autant plus stable qu'elle est neutre. Et donc en fait, la molécule sans les charges était plus neutre que la molécule avec les charges. Et la molécule avec les charges, elle existe. Le fait qu'elle soit moins stable veut dire qu'en fait, elle existe dans des proportions moins grandes. S'il y avait les mêmes probabilités d'existence, on aurait 50% des deux. Là, on a peut-être, je dirais, en tout cas 95%, 5%. La forme mésomère est d'autant plus stable que les atomes ont une structure de type gaz rare. Si on prend un exemple, donc en fait, structure de type gaz rare, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il respecte la règle de l'octet ou du duet dans le cas de l'hydrogène. Donc, délocaliser des charges, si on prend par exemple le cas du carbone, tout à l'heure je vous ai montré un carbocation. Il est encore là, c'est ça. Et bien là, vous rajoutez 2 hydrogènes, comme ça, et ben c'est le carbocation qu'on a là. C'est le carbocation qu'on a là-bas. Et donc en fait, carbocation respecte pas la règle de l'octet. Respecte pas la règle de l'octet, c'est pas très stable. Et donc, dans l'autre cas, dans le cas qui est mis à côté, le carbone, là, il respecte la règle de l'octet. Donc c'est mieux. Sauf que c'est l'oxygène maintenant qui ne respecte plus la règle de l'octet. Donc c'est compliqué. Mais il faut comparer les différentes formes mésomères. S'il y a une forme qui respecte la règle, où tous les atomes respectent la règle de l'octet, et une forme où il y a des atomes qui ne respectent pas la règle de l'octet, la forme la plus stable, c'est celle qui respecte la règle de l'octet, tout simplement. Encore une question de stabilité. Et dernier point, la forme ayant la plus longue délocalisation est une forme qui est stable. Par exemple, si on reprend cette molécule, plutôt, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner tous les doublets d'électrons. J'aurais pu faire ça et ça. Donc en fait, prendre ce doublet d'électrons, c'est-à-dire ce doublet d'électrons pi, et le mettre sur cette liaison simple. Donc ici, on va bien avoir ça. Et donc ce doublet d'électrons, je suis obligé de le déplacer. Pourquoi? Sinon le carbone, il a 5 liaisons, ça n'existe pas. Donc je déplace ce doublet d'électrons. Et plutôt que de le mettre ici, comme on avait fait là, et donc de déplacer celui-là comme on avait fait là, ce que je vais faire, c'est que ce doublet d'électrons, je vais le mettre sur le carbone. Et donc ici, on va avoir un doublet d'électrons sur le carbone qui est là. Et donc pareil, si vous comptez le nombre d'électrons qui sont propres au carbone, vous verrez qu'il est négatif. Enfin, qu'il a une charge moins parce qu'il a plus d'électrons. Et qu'ici, on a fait ça, on a délocalisé ce doublet d'électrons, et que ce carbone-là, il se retrouve, cette liaison, elle est là, et que ce carbone-là, il va se retrouver, comme il n'y a plus cette liaison, il se retrouve avec 3 liaisons seulement, et donc c'est en fait un carbocation, et on a une charge positive. C'est exactement le même cas là-bas du carbocation. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé une double liaison, il ne respecte plus la règle de l'octet. Si vous faites pareil, vous regardez, vous cassez les liaisons, il a 3 électrons, il en a normalement 4, donc il a une charge positive. Carbocation. Ça, c'est moins stable que ça, parce que déjà on a fait apparaître des charges, et c'est moins stable que la forme précédente où on avait fait les 3 délocalisations, parce qu'ici on a fait 3 délocalisations, et que là on a fait que 2 délocalisations. Donc plus on fait de délocalisation, plus c'est stable. Voilà, c'est donc les 3 choses à savoir. Plus il y a de délocalisation, plus c'est stable. Si on fait apparaître des charges, c'est moins stable que s'il n'y a pas de charge. Et troisième chose, si il y a des atomes qui n'ont pas la structure de type gaz rare, donc qui ne respectent pas la règle d'octet, c'est moins stable. Dernière chose, on va parler des molécules aromatiques. Cas des molécules aromatiques. Alors ça, c'est de la définition, il faut le savoir. Une molécule aromatique, c'est une molécule qui va avoir, donc il y a 3 conditions. Une molécule aromatique, c'est une molécule déjà qui possède un cycle. Donc si je vous demande, est-ce que mon H2O qui est là est une molécule aromatique, vous me dites qu'il n'y a pas de cycle, c'est pas une molécule aromatique. Donc déjà, il doit y avoir un cycle. Ici on a un cycle, donc pour l'instant c'est pas mal. Il faut que ce cycle soit plan.
Bon, le problème, c'est qu'encore, vous n'avez pas eu le poursuivant. Donc, vous ne pouvez pas savoir si la molécule, elle est plane ou pas. Cette molécule, je vous le dis, elle est plane. La molécule, la pyridine, dans l'exemple, c'est une molécule plane. Donc, on a d'abord une molécule plane et on a un cycle. Donc, déjà, on a deux des conditions. Troisième condition, il faut 4N plus 2 électrons délocalisables. Délocalisables, les électrons qui sont délocalisables, c'est déjà des électrons qui sont pi. Okay, qui sont dans des orbitales pi. Enfin, des orbitales pi. Qui sont dans des liaisons pi. Dans le cas qui est au tableau, là, on a 3 électrons qui sont délocalisables. Je rappelle que la molécule était comme ça. Ces 3 électrons, enfin, ces 3 doublés d'électrons sont délocalisables. Donc on a 6 électrons délocalisables. 6 électrons délocalisables, est-ce que ça correspond à l'équation qu'on a là? Oui, si on prend n est égal à 1, on a bien 4 plus 2 électrons, donc ça correspond. Donc en gros, la troisième condition, il faut d'abord compter le nombre d'électrons délocalisables et regarder s'il y a un n pour lequel on va avoir le bon nombre d'électrons. Et ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que les règles de Hegel, elles vont marcher en fait. Une molécule elle est aromatique si on a un cycle ou plusieurs cycles, si ces cycles sont plans, et si on a 4n plus 2 électrons, ça veut dire si on prend n égale à 1, donc 6 électrons, parce que 4 fois 1 plus 2 ça fait 6. Si on prend n égale à 2, 8 électrons plus 2, ça fait 10 électrons. Donc ça marche quand on a 6 électrons délocalisables, quand on a 10 électrons délocalisables. Si on prend n égale 3, 3 fois 4, 12 plus 2, ça fait 14. Ça marche aussi si on a 14 électrons délocalisables, et ainsi de suite. Donc vous prenez, enfin, cette équation, c'est juste pour que vous compreniez bien que ça marche. Il y a 6 électrons, 10 électrons, 14 électrons. Voilà, s'il y a 11 électrons, ça marche pas. S'il y a 8 électrons, ça marche pas. C'est pas une molécule aromatique, ok? Ça, c'est juste de la définition. Donc, pour savoir si une molécule est aromatique, d'abord, vous regardez s'il y a des plans. Si ces plans sont cycles, vous regardez s'il y a des cycles, vous regardez si ces cycles sont plans, et vous regardez si on a bien le bon nombre d'électrons, ok? Exemple de la pyridine, on a bien 6 électrons délocalisables, on a bien un plan, et on a bien un cycle. Ce cycle est plan. Et donc c'est une molécule aromatique, tout simplement. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut que je revienne sur la théorie VSEPR. Parce que maintenant, vous savez ce que c'est un système conjugué. Un système conjugué, c'est pi sigma pi ou p sigma pi. Ok? Je vous avais dit tout à l'heure qu'en fait, la théorie VSEPR, pour savoir si une molécule, elle était... pour connaître la géométrie d'une molécule, il fallait regarder l'atome central, regarder le nombre de doublés d'électrons, le nombre de voisins et compagnie. Le problème avec la théorie VSEPR, c'est que si l'atome il est dans un système conjugué, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que si on prend cet exemple-là, si on prend cet oxygène-là, comme je vous l'ai dit, les formes mésomères, cette molécule, elle existe sous plusieurs formes mésomères. Elle existe comme ça, elle existe comme ça. Donc si on prend ce cas-là, on a un oxygène, il a un voisin, donc il est Al1, il a 2 doublés d'électrons, il est E2. Donc N est égal à 1, E est égal à 2, 1 plus 2, ça fait 3. Sauf que cette molécule, elle existe aussi dans cet état-là. Donc si on prend cet atome, c'est le même, parce qu'il a juste délocalisé un électron, 2 électrons. Si on prend ce même atome, dans cet état-là, il a toujours un voisin, donc il est Al1, il a 3 doublés, il est E3, Al1, E3, 1 plus 3, ça fait 4, et donc là, il serait tétraédrique. Là, on avait 3, il serait trigonal plan. Donc on a un problème, lequel il faut choisir. Cette phrase, en fait, elle essaie de vous expliquer que quand on est dans ce cas-là, en fait, il faut choisir la valeur de n plus m la plus petite. Autrement dit, dans ce cas-là, il faut choisir 3 au lieu de 4. Ça, c'est trigonal plan. Donc ces doublés d'électrons, ils sont en fait dans un même plan. Donc si on prend le plan du tableau, ils sont comme ça. Et ils ne sont pas dans un plan plutôt, vous voyez, tétraédrique. C'est pas tétraédrique, c'est plutôt plan. Et ça, en fait, cette règle, c'est une règle un peu bizarre qui a été inventée, parce qu'en fait, vous n'avez pas encore la théorie d'hybridation, ça va venir dans le cours prochain, et donc vous allez comprendre pourquoi ça c'est plan, et ça pourquoi c'est pas tétraédrique et que c'est plan. Okay. Et donc, tout ça pour dire que dans le cas où vous avez n plus m, où vous avez un système conjugué avec une mésomérie comme ça, vous prenez n plus m et vous prenez le n plus m qui est plus petit. Donc ici c'est 3, ici c'était 4. Donc voilà. On peut revenir à, je crois, à la dernière diapo. Voilà, dernière diapo où vous avez le tableau récapitulatif avec les effets inductifs donneurs et les effets inductifs attracteurs. Donc donneur c'était I+, attracteur c'était I-. Alors là, pareil, ça n'a pas été écrit, mais il faut que je vous dise normalement que les effets M+, alors je vais noter,
lorsque on prend ce cas-là, ici, cet taux-là, il ne peut pas recevoir de doublet d'électrons. Il ne respecte plus la règle de l'octet, il n'a pas assez d'orbital, tac, on va casser notre liaison. Tout ce qu'il sait faire, c'est donner un doublet d'électrons. Vous êtes d'accord avec moi? Cet taux-là, il a 3 doublets d'électrons, il va donner un doublet d'électrons pour créer une forme, pour créer une double liaison et délocaliser l'autre électron. Donc en fait, lui, il est mésomère donneur. Il va donner le doublet d'électrons. Le doublet d'électrons va partir de cet électron. Alors que lui va recevoir le doublet d'électrons. Donc lui, on l'appelle mésomère accepteur. Voilà, donc ça c'est des termes à connaître, notez-le parce que c'est pas noté. Et ça devrait être noté. Et donc, là, dans le tableau récapitulatif, on vous donne donc des exemples de groupes de molécules qui sont inductifs donneurs, inductifs attracteurs, et mésomères donneurs et mésomères accepteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mésomère donneur c'est M- et que mésomère accepteur c'est M+. Je répète, M+ c'est mésomère accepteur, et M- c'est mésomère donneur. Donc voilà, vous avez plein d'exemples à bosser. Voilà. Juste, je regarde l'heure. J'ai mis pas mal de temps pour ce cours parce qu'en fait, donc j'ai pris du temps sur les points que les autres groupes n'avaient pas compris. Donc on a un peu de temps, enfin on n'a pas de temps pour corriger les exercices normalement. Le prochain cours c'est dans 15 minutes. Ça prend pas de temps de corriger l'exercice. Est-ce que vous voulez qu'en 5 minutes on corrige quelques exos? Oui ou non? Ceux qui disent oui, levez la main. Bah, ceux qui disent non, sortez, vous avez le droit de sortir. Vous avez le droit de sortir. On va faire ça rapidement. Je vais corriger quelques exos. Ils ne sont pas compliqués, c'est assez rapide. En fait, c'est des configurations électroniques. C'est toujours la même chose. Je vais vous dire en fait, prenez votre police d'exercice. En fait, okay. Ouais, pour ceux qui sortent, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas, ok? Et essayez de faire le moins de bruit possible pour qu'on puisse juste corriger quelques exercices. Pour ceux qui veulent corriger l'exercice, on va corriger l'exercice 4. Comme ça, on va faire un peu de configuration électronique. Enfin, exercice 2, question 4. Exercice 2, question 4. Vous voyez qu'on a, pour la proposition 1, Zn est égal à 30. Attends, les gars, ils sont partis, il y a des gens qui sont partis, il y a des corrections en fait à prendre. Je vais prendre les corrections d'exercice. Ouais, au pire, vous avez la correction d'exo en fait, hein, distribuée. Il y a des pièges et tout est expliqué, mais bon, c'était peut-être mieux de faire dans l'amphi, ouais, vas-y. J'ai pas fait la correction des exercices, quoi, j'ai fait juste le cours. Bah non, faut la distribuer maintenant, comme ça, au pire, ils l'ont. Ouais, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire, ce sera noté dans le cours, dans le poly. Donc au pire, vous aurez le poly. Donc voilà, je suis désolé d'avoir mis un peu de temps pour le cours, mais c'était important que je vous dise tous ces détails-là. Comme ça, en fait, vous ne perdrez pas de temps à revenir, nous poser les questions, ok? Donc si vous avez des questions,